Ses amis disaient qu'il y avait des batteries à l'arrière. Il a donc grimpé pendant des heures, mais ses forces l'abandonnaient. Puis, terrible découverte. De là-haut, il ne voyait plus l'avion. Alors que tout le monde était en train de soupirer, un grondement soudain d'avalanche retentit au loin. Par mesure de sécurité, la recherche des batteries fut abandonnée. Ils étaient déjà coincés depuis 6 jours. La nuit précédente, ils avaient partagé les derniers biscuits soda. Xiao Shuai traversa la neige, s'approcha d'un rocher, en creusa un peu de matière noire et la mit dans sa bouche. Mais c'était vraiment immangeable. Il dut la recracher. L'homme, affamé au point d'en perdre la tête, tendit la main pour arracher la croûte formée sur sa jambe. Il l'a directement mis dans sa bouche. C'était le 7e jour de leur captivité, et certains commencèrent à envisager de se tourner vers les cadavres. Leurs visages étaient émaciés. Dans leurs yeux, on lisait la faim et la peur. À la tombée de la nuit, ils se serraient les uns contre les autres, cherchant un peu de chaleur dans la température de leur corps. Dans un environnement aussi extrême, leur morale et leur humanité étaient mises à l'épreuve comme jamais auparavant. Rien mangé depuis 7 jours. Si nous ne mangeons pas, nous allons mourir. Manger quoi? Cela rend les autres fous aussi. Il y a de la graisse dehors, l'énergie dont nous avons besoin. Tu sais ce que c'est, la folie? Dans le regard de Carlos, on percevait une détermination indicible. Sa voix était grave et résolue. Il a avancé une proposition qui a serré le cœur de tous. Si nécessaire, pour survivre, ils pourraient être obligés de consommer les corps de leurs compagnons décédés. Cette suggestion résonnait dans le vent glacial, comme un coup de marteau lourd frappant le cœur de chacun. Choix que de mettre de côté ses scrupules. Pendant ce temps, d'autres survivants continuaient à garder espoir. Ils levaient sans cesse les yeux vers le ciel, priant pour apercevoir un signe de secours. Dans leurs regards se mêlaient l'espoir et le désespoir. Et au fond d'eux, ils étaient peut-être encore bouleversés et attristés par les choix extrêmes de certains compagnons. Peu après, quelqu'un découvrit une radio. Bien qu'elle fût complètement détrempée, ils tentèrent tout de même de la réparer, espérant y entendre des nouvelles de secours. Espoir sombrèrent alors dans un profond désespoir. À ce moment-là, la voix de Marcelo retentit à nouveau, pleine de douleur et de remords. Mais il commença à persuader les autres de manger, de se battre pour leur survie. Puis il mit directement de la viande dans sa bouche. Les 3 jeunes hommes refusaient toujours de manger. Ils étaient déterminés à retrouver la batterie. Sans aucun équipement ni plan, leur obsession de survivre en se rendant sur le lieu du crash leur permit de faire quelques découvertes. Partout, on voyait des débris d'avions éparpillés. Ici, ils ont retrouvé les coéquipiers de Dong Chengbing, Gaston Costemal, 23 ans, Ramon Martinez, 30 ans, Ovidio Ramirez, 26 ans, Alexis Jouni, 20 ans, Guido Magri, 23 ans, ainsi que Daniel, le cousin de Fito. Malheureusement, les choses ne se passèrent pas bien. La nuit allait bientôt tomber et ils n'avaient toujours pas trouvé la batterie. Xiao Shuai insistait pour qu'on rendait la montagne plus dangereuse. Ils montèrent dans un avion qui s'écrasa, puis dévalèrent alors la montagne en morceaux comme des skieurs. Xiao Shuai était encore plus désespéré face à ce manteau blanc, mais il s'entendit dire que la sagesse l'attendait juste derrière. Xiao Shuai accepta la viande tendue. Il la garda jusqu'au milieu de la nuit, puis, décidé, l'avala d'un trait. Pour la première fois, il comprit que ses chances de rentrer s'amenuisaient. Pourtant, voir Nando lui redonna espoir. Nando s'entraînait chaque jour, convaincu que le Chili verdoyant était derrière la montagne. Sans secours, il grimperait au sommet au péril de sa vie pour voir l'autre versant. Le 17e vivant ont commencé à donner leur nom. Le capitaine Marcelo était coincé à l'intérieur, complètement inconscient. Peut-être était-ce aussi une forme de délivrance pour eux. Pendant 17 jours, ils avaient attendu que ce moment de calme arrive. Ceux qui étaient encore en vie ne pouvaient que prier ensemble. Heureusement, ils voyaient encore la lumière, signe qu'ils étaient peu profonds. Mais l'avalanche tua 8 survivants. Le 2e jour, affamés, ils ont dû prendre une décision atroce, manger les corps de leurs compagnons pour survivre. Xiao Shuai refusait de mourir là. Avec une barre de fer, il martela le hublot jusqu'à le briser d'un coup de pied. Malgré une coupure à la jambe, il continua de creuser vers le haut. Après 2 jours d'efforts, Xiao Shuai a enfin aperçu le ciel, libérant leur bonheur. Ensuite, ils ont dégagé l'avion. Pour chercher du secours, ils devaient repartir, mais agir sans plan était trop risqué. Pour survivre, ils attendirent la fonte des neiges 2 semaines plus tard. Au 34e jour, la neige fondait, et leur situation s'aggrava. Arturo avait les poumons pleins de liquide. Xiao Shuai et Roberto voulaient l'aider, mais nul ne pouvait respirer pour lui. Arturo mourut à 21 ans. Le 36e jour, 4 volontaires descendirent de la montagne. En route vers l'Argentine, ils enfilèrent plusieurs couches de vêtements pour le froid. Mais peu après, Xiao Shuai tomba d'une montagne. À son réveil, sa jambe était déjà infectée. L'équipe dut faire demi-tour car nul ne pouvait le porter.
Finalement, Xiao Shuai décida de retourner seul, et les 3 autres continuèrent. Heureusement, Nando annonça qu'après 3 heures de marche vers l'est, à ce moment-là, Roy était très faible. Il pensait que la radio ne servirait à rien, mais il était tout de même prêt à prendre un risque pour tout le monde. Cependant, ils se préparèrent aussi au pire. Si la radio ne fonctionnait pas, ils continueraient à se diriger vers l'est pour chercher du secours. Roy a réparé la lampe, mais une fois la radio branchée, il n'y eut aucun résultat. La situation des autres n'était pas plus optimiste. Chaque jour qui passait, ils perdèrent davantage de vie, et les rations n'étaient plus suffisantes. Ils en vinrent donc à découper la viande sur les os, une chose autrefois inimaginable. Maintenant, cela est devenu une habitude. Xiao Shuai soupire en pensant qu'il n'a que 25 ans et qu'il lui reste tant de choses à accomplir. Elle veut voir voulant immortaliser leur vie actuelle sans savoir pour qui. Peut-être pour les laisser à sa propre famille, ou bien à ceux qui se souviennent encore d'eux aujourd'hui. Si un jour ces personnes pouvaient voir les photos, alors les membres de l'équipe renaîtraient sûrement dans leurs rêves. Xiao Shuai savait que ses jours étaient recomptés. Il l'a dit à Nanduo. Obtenez le nom du corps d'armée de Misofara. Xiao Shuai voulait sauver ses amis. À 25 ans, il meurt le 11 décembre 1972, tenant ce mot. Nul n'a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Son message a fortifié les survivants. Le lendemain, au 61e jour, 3 hommes partent vers l'ouest, vers le Chili. Ils cherchèrent l'espoir de survivre dans l'immensité de la cordillère des Andes, chaque pas repoussant les limites de la vie. Ils trouvaient un abri contre le vent, installaient leur sac de couchage et passaient, nuit après nuit, recroquevillés dans un froid glacial. Dans une telle détresse, même la beauté des paysages montagneux était assombrie par l'ombre de la mort. Nando était convaincu que la cordillère des Andes ne pouvait pas s'étendre à l'infini, que la neige finirait par s'arrêter et qu'il leur suffirait de traverser une vallée pour atteindre leur destination. Leurs vivres ne durèrent qu'une semaine. En ce lieu extrême, chaque choix était risqué. Attendre les secours dans l'épave ou avancer. Chaque choix pouvait décider de la vie ou de la mort. La presse relatait l'exploit de ces héros des Andes, inspirant le monde entier. C'était un mélange de joie et de tristesse. Héros pour le monde, ils se sentaient pourtant comme des gens ordinaires. Tout comme leurs compagnons disparus, ils n'avaient été qu'un peu plus chanceux.